Les micro-nouvelles de Dalcan. Décroissance démographique. En 2050, 151 des 195 pays du globe étaient en situation de décroissance démographique, fragilisant les politiques économiques et les systèmes sociaux. Le monde se divisait en deux catégories. Ceux qui ne voulaient pas d'enfants, à cause du surménage, de la pression sociale, du coût financier, d'une prise de conscience que le monde ne tournait pas rond et que si nous voulions préserver notre environnement, celui qui nous abrite, celui qui nous nourrit, il fallait arrêter de le surpeupler. Et puis il y avait les autres, ceux qui comprenaient que cette décroissance menaçait le fondement même de leur société, de leur économie, au risque de tout faire s'écrouler, et que cela ne dégénère en des guerres civiles. Et combien ils avaient raison. La main-d'œuvre venant à manquer, les personnes âgées furent invitées dans un premier temps à travailler plus longtemps. Puis ce fut une obligation. Mais ils étaient moins rapides, moins résistants, et cette fin de vie au labeur précipitait leur trépas. La seule solution était de relancer la croissance démographique, faire en sorte que les jeunes procréent de nouveau. Mais ils étaient de plus en plus nombreux à refuser ce diktat du toujours plus, cette fuite en avant qui précipiterait l'humanité vers son déclin en épuisant trop vite les ressources, pensait-il. Alors, devant cette farouche opposition, une loi mondiale fut votée. Dorénavant, chaque jeune majeur en possibilité de procréer devait, à partir de sa majorité et avant ses 23 ans, offrir à la société 2 enfants. Les récalcitrants étaient emmenés de force pour être inséminés artificiellement, mais souvent. L'insémination se faisait au moment de l'interpellation et de manière physique. Oui, les jeunes femmes étaient la plupart du temps violées sur place, et des rumeurs couraient que dans certains centres carcérales d'insémination, elles continuaient de l'être, et enfantaient ainsi bien plus que 2 enfants. Dans ce contexte d'oppression et de délation, Léa et Nikolai préparaient leur fuite. Dans 2 jours, Léa allait avoir 23 ans. Et elle ne voulait pas être mère. Elle ne se sentait pas prête à avoir un enfant et surtout, elle n'imaginait pas mettre au monde un être innocent dans cet enfer. Nikolai était sorti contacter leur passeur et acheter les dernières fournitures pour leur départ. Ils revenaient à leur appartement, situé dans ces longues barres d'immeubles grisâtres où les gens s'entassaient comme des lapins dans des cages, n'ayant comme horizon que la triste ambition de travailler pour survivre, quand il reconnut les véhicules de la police d'insémination. Son sang ne fit qu'un tour. Des policiers étaient positionnés dans le hall d'entrée B, son entrée. Il s'engagea dans les escaliers du hall C et monta au 8e étage. L'appartement jouxtant le leur était habité par un vieux rasta. Il sonna désespérément à sa porte. Le vieux le reconnut par le Judas et lui ouvrit la porte. « Que t'arrive-t-il, mon jeune ami ?» L'inquiétude se lisait sur les traits du jeune homme, et il était essoufflé d'avoir monté les escaliers 4 à 4. « La police d'Insem !» dit-il pour toute explication. Le visage du vieux se rembrunit. « Oh, ils sont chez toi ?» demanda-t-il. Je ne sais pas, mais Léa va avoir 23 ans et... Il ne put terminer sa phrase. Une boule se formait dans sa gorge. Le vieux s'écarta et le laissa entrer. Au même moment, un vacarme retentit de l'autre côté du mur, au niveau de l'appartement de Léa et Nikolai. Des voix s'élevèrent, et ils entendirent quelqu'un dire « Police d'insémination! À genoux! Les mains sur la tête !» Les yeux de Nikolai s'arrondirent d'effroi. Il se précipita à la fenêtre qui donnait sur un tout petit balcon en fer, sur lequel le vieux faisait pousser quelques plantes. Il tourna la tête vers le vieux. Celui-ci lui rendit son regard, hocha la tête sans rien dire, et Nikolai s'engagea sur le balcon. Il était debout sur la rambarde, et se plaquant contre le mur de l'immeuble, à plus de 20 mètres du sol. Il enjamba le vide, et prit pied sur le balcon de leur appartement. Il regarda furtivement par la fenêtre. Léa était face à leur porte d'entrée, à genoux, avec les mains sur la tête. Dans cette position, il ne pouvait voir son visage,
mais il était sûr qu'elle était terrorisée. Un policier se tenait à côté d'elle, une arme à la main. 2 autres hommes en uniforme fouillaient le logement. Nikolai passa une main dans son dos et empoigna le pistolet qu'il venait d'acheter quelques heures plus tôt. Il n'en avait pas parlé à Léa, elle aurait été contre. Mais il ne se voyait pas partir en cavale sans moyen de défense. Il avait espéré ne pas avoir à s'en servir. Espoir qui tombait à l'eau maintenant. Il ferma les yeux et serra l'arme entre ses mains. « Je ne suis pas un assassin, » pensa-t-il en lui-même, « mais je ne laisserai personne te faire du mal, ma Léa. » Les 2 policiers avaient fait le tour du petit appartement. Nikolai souleva discrètement la fenêtre et écouta. « Pas de trace du compagnon, » disait l'un. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda l'autre. Celui qui était resté à côté de Léa répondit. « Attendez-moi dehors, je vais lire ses droits à la demoiselle, » dit-il avec un sourire malsain. Les 2 autres regardèrent Léa avec lubricité et un sourire complice au coin des lèvres, puis sortirent de l'appartement en refermant la porte derrière eux. L'homme se plaça derrière Léa et sortit des menottes. « Vous vous êtes rendu coupable de non-procréation, » entonna-t-il en tirant sur son pantalon, qui commençait à être tendu à l'entrejambe. Nikolai ouvrit un peu plus la fenêtre et, fixant le dos de l'homme tout en jetant des coups d'œil à la porte d'entrée, se glissa en silence dans son appartement. Le policier allait mettre les menottes à Léa, quand Nikolai, en posant son 2e pied, fit un petit bruit. Le policier se retourna brusquement et porta la main à son arme de service. Une détonation retentit, et l'homme s'effondra au sol. Nikolai était médusé par ce qu'il venait de faire, mais il n'eut pas le temps de s'apitoyer sur son acte. Déjà, la porte d'entrée s'ouvrait à la volée. Il tira 2 fois en hurlant « Léa, viens là !» Léa passa par la fenêtre. Nikolai tira 2 autres fois en direction de la porte et grimpa sur le balcon. La fenêtre vola alors en éclats quand les policiers firent feu. Les 2 amants réussirent à prendre pied sur le balcon du vieux Rasta et entrèrent dans son appartement. « Je suis désolé » s'excusa Nikolai en passant devant l'homme aux dreadlocks. Il savait qu'à cause d'eux, il serait questionné par la police. Le vieux fit un signe de main apaisant, puis un autre pour leur indiquer de fuir. Dans quelques secondes, des hommes armés allaient, en empruntant le même chemin, investir ce logement. Léa et Nikolai coururent jusqu'au bout du couloir et prirent l'escalier de secours. Ils ne pouvaient pas passer par en bas. Des policiers devaient en ce moment même se positionner pour les interpeller. Ils grimpèrent jusqu'au toit et coururent à l'autre bout du long bâtiment parcelé qui comptait pas moins de 8 entrées. Ils descendirent le souffle court l'escalier H et s'arrêtèrent juste avant le hall d'entrée, les oreilles aux aguets. Ils n'entendirent rien, jetèrent alors un œil et, constatant que la voie était encore libre pour l'instant, coururent dans le hall H pour s'engager dans l'escalier qui menait aux caves. Nikolai connaissait l'existence d'un tunnel dans l'une des caves qui servait pour différents trafics. À la lueur d'une faible lampe torche qu'ils trouvèrent sur une étagère, ils s'engouffrèrent à croupetons dans un boyau étroit et débouchèrent 200 mètres plus loin dans un bosquet, d'où ils purent voir de nouvelles voitures de police arriver et encercler l'immeuble. Ils réussirent à s'éloigner sans attirer l'attention et disparurent. Quelques jours plus tard, Léa et Nikolai marchaient avec prudence dans une forêt épaisse. Ils étaient devenus un symbole pour les 2 camps, des héros pour les résistants et des meurtriers égoïstes pour les pro-gouvernementaux. Des moyens conséquents avaient été mis en place pour les retrouver. Et toute la nuit dernière, cachés sous des feuillages et grelottant de froid, ils avaient entendu les drones quadriller la zone. Leurs passeurs avaient refusé de les emmener, maintenant qu'ils étaient recherchés. Ils leur avaient donné une carte où était noté le point de rendez-vous. Ils leur avaient souhaité bonne chance, et s'étaient éclipsés dans la nuit, les laissant seuls et désemparés. Nikolai consultait la carte en regardant autour de lui. « Je crois qu'on est au bon endroit, » dit-il fatigué. Ils s'assirent sur un tronc d'arbre et attendirent. Ils n'avaient pas d'autre indication. Vers la fin de la journée, ils entendirent des bruits de pas. Un homme, la cinquantaine bien tassée, un bâton de marche dans une main, émergea des bois.
Il leur fit un signe de main en les voyant, et s'approcha d'eux, le plus naturellement qu'il soit. « Bonjour, leur dit-il amicalement. Vous vous êtes perdus? On voit rarement des touristes dans la région. » Nikolai se leva et répondit. On voulait s'éloigner de la ville et respirer l'humus, au soir couchant, répondit-il en répétant les mots inscrits derrière la carte que le passeur leur avait donnée. L'homme les dévisagea puis demanda. Léa? Nikolai? Oui, répondirent-ils avec méfiance. L'homme changea d'attitude et se présenta. Je m'appelle Edmond. Vous avez déclenché un véritable raz-de-marée. Il y a des émeutes un peu partout dans le pays, et c'est en train de se répandre au-delà de nos frontières. Venez. Il vaut mieux ne pas trop traîner, même ici. Ils le suivirent jusqu'à un pick-up caché sous un filet de camouflage. Il leur donna des affaires propres et de quoi boire et manger. En temps normal, leur parla Edmond tout en conduisant, je vous aurais emmené à notre camp, mais les troubles que vous avez engendrés nous offrent une fenêtre de tir inespérée. Depuis plusieurs mois, nous sommes en possession d'informations importantes sur un endroit dit top secret. Selon notre source, le bâtiment ciblé cacherait la solution à tout ce merdier. Avec les émeutes un peu partout, nous avons noté une diminution de la sécurité du site. Nous déployons toutes nos forces en ce moment même pour envahir le bâtiment. Il n'y a plus personne dans notre camp et vous avoir à nos côtés est un bon présage. « Mais nous sommes fatigués, contesta Nikolai. « Je n'en doute pas. Vous resterez en retrait si vous voulez, mais vous voir donnera du baume au cœur aux résistants. » Après 2 heures de route et de chemin chaotique, ils arrivèrent de nuit aux abords d'une ferme délabrée. À l'intérieur, une 50aine de résistants se préparaient à la guerre. Edmond les présenta, et on les félicita et remercia chaudement. « Vous êtes la flamme qui a embrasé la poudrière, » leur dit Edmond, les voyant circonspects et déboussolés. « Personne n'est irremplaçable. Nous sommes tous importants à notre manière, mais parfois, certaines personnes canalisent tous les espoirs d'un groupe, d'une nation, d'un continent entier, même indépendamment de leur volonté. » On leur avait aménagé un petit espace pour se reposer. Mais, finalement, après avoir dormi un peu, la fièvre du combat les gagna tous les deux. S'il y avait un espoir de pouvoir changer le monde, ils voulaient participer à cette révolution. L'assaut fut donné aux premières lueurs du soleil rasant. Les gardes, éblouis par le feu incarnat de l'astre, ne virent les assaillants que trop tard. Quand les portes furent ouvertes, Nikolai et Léa, restés en retrait avec Edmond dans le pick-up, s'engagèrent dans la place. Une explosion éventra le hangar que les résistants convoyaient, et le pick-up s'y engagea. L'effet de surprise avait joué en leur faveur, mais maintenant, des militaires sortaient en nombre des autres bâtiments. Les balles fusaient. L'air se chargeait de l'odeur âcre de l'acier chauffé des armes et du sang. Dans le hangar, 3 résistants s'évertuaient à pirater une console servant à déverrouiller une plateforme qui devait les mener dans les sous-sols, là où, selon les mots d'Edmond, devait se trouver la solution à tout ce merdier. Dehors, les forces militaires prenaient le dessus. Une voiture des résistants, mise en travers de l'ouverture faite dans le hangar, venait d'exploser. La fumée noire et opaque qui s'en dégageait formait un rideau que nul regard n'arrivait à percer. Quand les militaires investirent le hangar, mis à part les morts, il n'y avait plus personne. Les résistants avaient réussi à déverrouiller la plateforme. Avant que les militaires ne franchissent le mur de fumée noire, Edmond, Léa, Nikolai et une poignée d'autres survivants avaient pris possession dessus et descendaient dans les entrailles de la terre. Ils ne voyaient rien, hormis le tunnel éclairé dans lequel la plateforme descendait. Puis soudain leur vue s'élargit, ouvrant sur un espace gigantesque. Ils n'en percevaient qu'à peine les limites, et au sol, l'éclairage leur faisait distinguer des formes alignées les unes à côté des autres, à n'en plus finir. Quand ils furent presque arrivés au sol, ils virent que c'était une armée. Une armée de robots. Ils n'eurent pas le temps de s'extasier, ni de s'interroger sur ces êtres métalliques endormis. Quand la plateforme s'arrêta, ils furent accueillis par le canon de fusil pointé dans leur direction, et furent mis à genoux. « Je dois reconnaître,
dit un homme à l'allure imposante. Que d'un point de vue militaire, être arrivé jusqu'ici est un exploit. Mais qu'alliez-vous faire? Saviez-vous seulement ce que vous alliez découvrir? Aviez-vous un quelconque plan pour vous enfuir? C'est le problème avec les civils. Vous croyez que marquer des points c'est suffisant, mais il faut encore ramener la coupe à la maison. En attendant, certains de mes hommes y sont restés. Tout ça pourquoi? Pour un pétard mouillé? L'homme prit le pistolet qu'il portait à la ceinture, l'arma, et mit une balle dans la tête d'un des résistants. Puis se porta au niveau du prisonnier suivant, et fit feu une nouvelle fois. J'ai toujours servi ma patrie avec loyauté. Je suis un militaire, et qu'importe que je sois d'accord avec les politiques appliquées ou non. J'obéis, un point c'est tout. Si tout le monde faisait de même, nous pourrions vivre, chacun notre petite vie paisiblement. Il tira encore une fois, et un troisième corps s'écroula, répandant son sang sur le sol. Mais non, il faut toujours qu'il y en ait qui sèment le désordre. Il parla et tua tour à tour chacun des prisonniers, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'Edmond, Nikolai et Léa. Il s'arrêta devant celle-ci. Je reconnais, mademoiselle, que ce monde est plutôt barbare. Ce que les femmes subissent déshonore notre espèce, mais, comme je l'ai dit, je suis un militaire, et j'applique les ordres. J'ai une fille. Quand elle fut en âge d'avoir des enfants, elle fit ses 2 marmots, et vous savez quoi? Elle est toujours vivante, et vit heureuse avec les gens qui l'aiment autour d'elle. Nikolai fit un mouvement, et aussitôt le canon de l'arme du général se posa sur son front. Ah! Je reconnais là toute la fougue et l'impétuosité de la jeunesse. Le garçon le fixait dans les yeux. Ce militaire allait les tuer, mais pourquoi? Quel était cet endroit? Que cachait-il ici? Qu'est-ce que c'est que tous ces robots? Demanda-t-il tendu. Oh! Fit le général surpris. Portant un instant son regard sur les têtes robotiques inertes, il continua. Ceci est peut-être le plus grand secret qu'il soit. Mais à vous, dans ce lieu, je peux me libérer d'un poids. Il est vrai qu'il est parfois pesant de devoir garder pour soi de telles choses. Il sourit comme si l'idée lui était plaisante. Les grandes puissances travaillaient à développer la robotique et l'intelligence artificielle. Et les résultats devenaient, d'année en année, très prometteurs. Les robots étaient capables de grandes choses, et allaient pouvoir soulager l'humanité dans les tâches pénibles, difficiles et dangereuses. D'un point de vue militaire, les robots devenaient une nouvelle arme. Dans la vie de tous les jours, ils testaient l'IA, via les voitures, puis les camions autonomes. Bientôt, ils envisageaient de vendre des droïdes comme aide à domicile. Puis cela aurait été le tour d'autres corps de métier. Maçons, éboueurs, électriciens, caristes, médecins, etc., etc. Nikolai n'en revenait pas. Ce général était en train d'avouer que la solution au problème de leur société était là, dans ces milliers de robots. On les forçait à procréer, par manque de main-d'œuvre, mais elle était là, la main-d'œuvre. Le général vit que le garçon comprenait. Vous croyez que vous tenez là la solution au problème de ce monde? Je sais ce que vous dites. Je sais ce que sont vos revendications. Vous dites que pendant 200 ans, la croissance démographique, l'augmentation inconsidérée du nombre d'habitants sur Terre, a consumé les ressources naturelles, a dévasté l'environnement, a engendré des guerres. Mais vous avez cessé de faire des enfants, remplaçant une bombe démographique par une autre. Oui, ces robots pourraient travailler à votre place. Mais alors, comment gagneriez-vous votre vie? Vous vous en remettriez aux aides sociales? Vous deviendriez des assistés et ensuite, que fait-on? On met tout le monde au chômage? Plus personne ne travaille? On met en place un revenu universel pour tout le monde et vous vivez heureux et libre? Oh, quelle jolie fable. Des députés y ont pensé, c'est vrai. Ils disaient que la baisse de la population affectait l'efficacité des politiques monétaires.
et qu'il serait peut-être envisageable de changer de modèle économique. Ils sont allés jusqu'à proposer de supprimer l'argent. Ce qu'ils proposaient, c'était que nous ne travaillions plus pour de l'argent, mais pour faire fonctionner notre société. Dans les faits, cela n'aurait pas changé grand-chose, du moins pour ce qui est d'aller travailler. Mais d'un point de vue économique, c'était une révolution. Ils proposaient que tous les mois, l'ensemble des habitants de cette planète touchent 5000 unités de consommation. Mais la particularité, c'était que tous les mois, le compteur revenait à zéro et était de nouveau crédité de 5000 unités de consommation. Plus de profit, plus de bénéfices, plus de riches, plus de pauvres, tous égaux. Et avec les robots pour travailler à votre place, une nouvelle société plus juste. Edmond était choqué, mais aussi espérait-il. Car le général parlait avec conviction, comme s'il aurait aimé que cela se produise. Peut-être y avait-il un espoir. Le général reprit. Mais, voyez-vous, il est des personnes qui voyaient cela d'un mauvais œil. Celles qui avaient tout à y perdre. Je veux parler des puissants de ce monde, ceux qui possèdent l'argent et le pouvoir. Croyez-vous sincèrement qu'ils allaient accepter de perdre leurs privilèges, leur puissance face au monde ? Le projet fut effacé. Certaines personnes furent éliminées. Et tous les robots qui avaient été créés furent amenés ici. Le potentiel qu'ils représentaient serait utilisé au moment opportun que jugeraient les maîtres de ce monde. Le général s'avança vers les robots, passant dans le dos des prisonniers. Vous pourriez remonter à la surface et divulguer ces informations. Changer la face du monde. Mais je suis un militaire et j'obéis aux ordres.